Tout s'est joué en à peine 7 minutes, un instant presque insignifiant à l'échelle de sommet international, mais suffisant pour déclencher la crise diplomatique la plus sérieuse entre Paris et Londres depuis l'épisode du canal de Suez. Tout s'est joué en à peine 7 minutes, un instant presque insignifiant à l'échelle de sommet international, mais suffisant pour déclencher la crise diplomatique la plus sérieuse entre Paris et Londres depuis l'épisode du canal de Suez en 1956, et pour faire vaciller la solidité même de l'Alliance occidentale. Quelques secondes auparavant, Keir Starmer venait d'achever une défense passionnée de l'accord AUKUS, expliquant que la coopération stratégique entre le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie constituait une nécessité évidente dans le contexte géopolitique actuel. Quant à la colère française, il la décrivait comme compréhensible, mais largement disproportionnée, presque une réaction émotive face à ce qu'il présentait comme une simple réorganisation stratégique. Avec cette assurance calme et ce flegme caractéristique de la diplomatie britannique, héritage de Whitehall, Starmer posa son regard sur Sébastien Lecornu, convaincu d'avoir exposé une justification irréprochable de la politique étrangère britannique après le Brexit. Pourtant, dans la salle de conférence climatisée où se déroulait le sommet du G7 à Hiroshima, l'atmosphère était chargée d'une tension particulière, ce silence lourd qui précède souvent les ruptures diplomatiques majeures. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un banal désaccord technique sur les échanges commerciaux ou les questions migratoires. Ce qui se jouait était bien plus profond, un shot direct entre deux conceptions de la solidarité occidentale. D'un côté, l'approche anglo-saxonne incarnée par Starmer, mettant en avant les affinités historiques, culturelles et linguistiques reliant Londres, Washington et Canberra, même si cela signifiait reléguer les partenaires européens au second plan. De l'autre, la position française défendue par Lecornu, fondée sur une idée simple mais ferme. Une alliance n'existe réellement que si les engagements sont respectés et si la loyauté entre alliés reste intacte. Pourtant, un détail aurait dû alerter le Premier ministre britannique, l'attitude de Lecornu. Loin de toute agitation, il affichait un calme presque glacial, une tension contenue qui tranchait avec la diplomatie habituellement mesurée des relations franco-britanniques. Car derrière le discours apparemment technique sur AUKUS se dissimulait une réalité beaucoup plus dérangeante que Starmer refusait visiblement de reconnaître. Pour Paris, l'affaire ne se résumait pas à la perte d'un simple contrat industriel. Elle révélait brutalement que certains de ses alliés les plus anciens étaient prêts, lorsque leurs intérêts géopolitiques l'exigeaient, à agir dans l'ombre et à frapper sans prévenir. Ce qui allait suivre dépasserait de loin un simple incident diplomatique. L'onde de choc ébranlerait le monde occidental, fissurerait l'unité de l'OTAN et pourrait bien annoncer la fin progressive de la relation privilégiée entre Londres et Paris. Pour mesurer la puissance de la secousse qui allait bientôt traverser la salle où se réunissaient les dirigeants des 7 grandes puissances économiques, il fallait revenir à un moment précis. Celui où la France apprit par la presse internationale que ses alliés les plus proches venaient de la frapper dans le dos avec une précision presque chirurgicale. Ce jour-là, pourtant, rien ne laissait présager un tel retournement. Dans ses bureaux et ses chantiers, Naval Group, symbole de l'excellence navale française, poursuivait tranquillement ce qui était présenté comme l'accord industriel du siècle, la construction de 12 sous-marins conventionnels destinés à la marine australienne pour une valeur colossale de 35 milliards d'euros. L'enjeu dépassait largement un simple contrat commercial. Pendant 3 décennies, ce programme devait faire vivre les arsenaux français, mobiliser environ 4000 ingénieurs et techniciens et consacrer la présence stratégique de la France dans l'Indo-Pacifique à un moment où la puissance chinoise s'imposait de plus en plus dans la région. Mais à 20h45, heure de Paris, l'illusion s'effondra brutalement. Florence Parly, alors ministre des Armées, reçut un appel glacial de son homologue australien. Le message était simple et sans détour. Canberra mettait fin au partenariat signé avec la France. Derrière cette décision se cachait un accord discret conclu avec Washington et Londres. L'Australie ne se contentait pas d'abandonner les sous-marins français. Elle s'apprêtait désormais à accéder à une technologie nucléaire extrêmement sensible, un savoir-faire que les États-Unis n'avaient accepté de partager qu'avec le Royaume-Uni pendant des décennies. « Madame la ministre », avait commencé le responsable australien d'une voix hésitante, visiblement mal à l'aise, avant d'expliquer que son pays avait finalement choisi une orientation technologique différente. Puis il ajouta, presque comme pour atténuer le choc, « Cette décision ne visait en rien la France. » Pas personnel? Vraiment?
Pourtant, en un instant, 35 milliards d'euros et une décennie entière de coopération stratégique venaient d'être effacés, sacrifiés au profit d'un accord discret négocié depuis des mois dans l'ombre entre Washington, Londres et Canberra. À Paris, la réaction fut à la fois rapide et sans précédent. Dans un geste rarissime, la France rappela immédiatement ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie, une mesure que l'on n'avait plus vue depuis la fin du 18e siècle. Emmanuel Macron dénonça publiquement ce qu'il qualifia de véritable coup dans le dos, tandis que Jean-Yves Le Drian parla sans détour de trahison. Fait remarquable, l'indignation dépassa toutes les divisions politiques. De la gauche radicale à la droite la plus dure, l'ensemble de la classe politique française condamna d'une seule voix ce qu'elle considérait comme une manœuvre anglo-saxonne profondément déloyale. Pourtant, ce qui stupéfia le plus les responsables français ne fut pas seulement la décision australienne, mais l'attitude de Londres. Pendant que Boris Johnson célébrait avec enthousiasme la réussite d'un Global Britain conquérant, les services de renseignement français commençaient à reconstituer, pièce par pièce, l'ampleur de l'implication britannique. Et ce qu'ils découvrirent était loin de l'image d'un simple allié secondaire suivant Washington. Dans l'ombre, Londres avait joué un rôle central, celui de stratège discret, persuadant les États-Unis d'écarter la France afin de rétablir dans le Pacifique un bloc anglo-saxon dominant. Les pièces confidentielles récupérées par les services de renseignement français levèrent progressivement le voile sur une réalité pour le moins dérangeante. Bien avant l'explosion publique de l'affaire, dès l'année 2020, les analystes du MI6 avaient déjà classé le contrat entre Paris et Canberra comme un obstacle sérieux aux ambitions britanniques dans l'espace Indo-Pacifique. Un mémo interne du Foreign Office, rendu public plus tard par le journal satirique Le Canard enchaîné, ne laissait d'ailleurs aucune place au doute. La domination française dans la coopération navale avec l'Australie était perçue comme un frein aux objectifs stratégiques du Royaume-Uni après le Brexit, et il devenait impératif de modifier l'équilibre en leur faveur. Lorsque cette note fut portée à la connaissance de l'Élysée, l'effet fut comparable à une déflagration politique. Non seulement Londres n'avait jamais averti Paris de ces manœuvres, mais il apparaissait désormais que les Britanniques avaient travaillé méthodiquement pour évincer leurs partenaires d'un marché jugé crucial. Pour certains conseillers proches d'Emmanuel Macron, la conclusion était évidente. Derrière le discours d'alliance militaire se dissimulait une véritable opération d'espionnage économique. 1 an et demi après cet épisode, les cicatrices demeuraient visibles. Les relations entre la France et le Royaume-Uni restaient marquées par une méfiance profonde. Certes, l'arrivée de Keir Starmer au pouvoir s'était accompagnée de promesses de réchauffement avec les capitales européennes et quelques gestes symboliques avaient été esquissés. Mais dans les faits, la ligne stratégique héritée de Boris Johnson n'avait pratiquement pas changé. Selon la narration britannique, l'alliance AUKUS représentait une pièce maîtresse de la sécurité du monde occidental, et Paris devait, tôt ou tard, accepter la réalité stratégique du 21e siècle. C'est avec cette conviction que Keir Starmer choisit d'aborder le sujet sans détour lors du sommet du G7 à Hiroshima, persuadé qu'une explication ferme suffirait à rallier les autres dirigeants à la position de Londres. Mais ce calcul se révéla rapidement désastreux. En soulevant lui-même la question, le premier ministre britannique offrait en réalité à Sébastien Lecornu l'occasion qu'il attendait depuis plus d'1 an pour demander des comptes à Londres. Car du côté français, rien n'avait été laissé au hasard. La confrontation avait été préparée avec une précision presque chirurgicale. Durant plusieurs semaines, les équipes de Matignon avaient patiemment assemblé un dossier particulièrement sensible détaillant les dessous de l'alliance AUKUS et les incohérences du discours britannique. L'objectif dépassait largement la simple protestation diplomatique. Il s'agissait de rappeler publiquement la rupture de confiance provoquée en 2021 et, surtout, de mettre en lumière devant la communauté internationale les contradictions de la doctrine du Global Britain née après le Brexit. Pendant ce temps, dans les bureaux feutrés de la DGSE situés avenue de Tourville, une unité d'analystes spécialisés examinait minutieusement chaque document, chaque indice et chaque communication liée à AUKUS, cherchant à reconstituer l'ensemble du puzzle stratégique derrière cette alliance controversée. L'enquête la plus sensible fut placée sous la surveillance directe de Bernard Bajolet, ancien chef du renseignement extérieur français, une figure respectée dans les cercles de sécurité.
Lors d'un briefing strictement confidentiel avec Sébastien Lecornu, il résuma la conclusion sans détour. Selon les éléments réunis, Londres avait consciemment agi pour affaiblir les intérêts français afin de servir ses propres objectifs géopolitiques. Derrière le discours d'alliance, expliquait-il, se dissimulait en réalité une manœuvre hostile soigneusement maquillée en coopération stratégique. Les documents rassemblés étaient accablants. Les analystes français avaient recensé au moins 15 rencontres discrètes réunissant responsables britanniques, américains et australiens entre janvier et septembre 2021. Tout s'était déroulé dans l'ombre, sans que Paris n'en soit informé, malgré les mécanismes de coordination censés exister entre alliés. Plus troublant encore, certaines de ces réunions secrètes s'étaient tenues au moment même où les dirigeants français pensaient discuter ouvertement avec leurs partenaires lors de grandes rencontres internationales. Un épisode illustrait particulièrement cette duplicité. Lors d'un sommet du G7, pendant qu'Emmanuel Macron déjeunait avec Boris Johnson en évoquant la coopération européenne, des conseillers britanniques se retrouvaient discrètement avec des représentants australiens dans une autre salle du même hôtel pour finaliser l'exclusion de la France du programme. C'est la trahison dans sa forme la plus pure, avait lâché un diplomate français, abasourdi par ces révélations. Et pourtant, l'affaire ne s'arrêtait pas là. Les investigations menées à Paris montrèrent également que plusieurs groupes industriels britanniques, parmi lesquels BAE Systems et Rolls-Royce, avaient commencé à préparer leur implication dans le futur programme australien dès les premiers mois de 2021, soit près de 8 mois avant l'annonce officielle d'AUKUS. Autrement dit, ces entreprises savaient déjà que la société française serait évincée, mais avaient gardé le silence pour garantir l'effet de surprise. Pour Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, la conclusion était claire. Il ne s'agissait pas seulement d'une rivalité commerciale, mais d'une opération de concurrence déloyale orchestrée avec l'appui de l'État britannique. Selon lui, Londres avait instrumentalisé une alliance militaire pour éliminer des entreprises françaises d'un marché légitime, en contradiction flagrante avec les règles du commerce international. Toutes ces révélations n'avaient fait qu'alimenter la détermination de Sébastien Lecornu à demander des comptes à Londres. Pour lui, le sommet du G7 représentait l'occasion idéale de porter l'affaire sur la scène internationale, dévoiler publiquement l'ampleur de la manœuvre britannique et réclamer justice pour les entreprises françaises évincées. Rien ne devait être improvisé. La préparation de cette confrontation avait été menée avec une précision presque obsessionnelle. Jean-Yves Le Drian, ancien chef de la diplomatie française et témoin direct de la tempête AUKUS, avait partagé avec Lecornu les coulisses de cette découverte brutale. Il lui rappela une chose essentielle. Ce scandale ne se résumait pas à la perte d'un marché industriel. Selon lui, c'était la confiance même entre alliés occidentaux qui avait été fracturée. Si ceux que nous appelons nos partenaires les plus proches peuvent agir ainsi derrière notre dos, quelle valeur reste-t-il à la parole donnée? Cette réflexion marqua profondément Lecornu. Dès lors, la question dépassait largement la défense d'intérêts économiques. Il s'agissait de rétablir l'image d'une France capable de se faire respecter sur la scène internationale. À ses conseillers, il confia même avec une froide détermination que Londres allait bientôt apprendre qu'une telle trahison n'était pas sans conséquences. Le jour décisif arriva. À 15h30 précise, dans l'immense salle plénière du sommet du G7 à Hiroshima, Keir Starmer se leva pour prendre la parole. Fidèle à la tradition diplomatique britannique, il affichait cette assurance calme que Londres cultive depuis des générations. Costume gris anthracite parfaitement ajusté, cravate rouge du Parti travailliste soigneusement nouée, il incarnait cette nouvelle génération de dirigeants britanniques persuadés de pouvoir concilier les ambitions du Royaume-Uni post-Brexit avec les équilibres géopolitiques du monde contemporain. « Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement », lança Starmer en ouvrant son intervention, avec cette articulation soignée et presque académique qui trahissait immédiatement l'empreinte d'Oxford et la tradition de l'élite politique britannique. Il annonça vouloir aborder un thème qu'il jugeait essentiel pour la sécurité du camp occidental, le partenariat AUKUS et son importance dans la défense des démocraties face aux défis du nouveau siècle. Avec assurance, il mêla analyse stratégique et appel à l'unité du monde occidental pour soutenir son argumentation.
Selon lui, la montée en puissance de la Chine dans l'espace Pacifique obligeait les démocraties à repenser leurs alliances et à moderniser leurs capacités militaires, même si cela signifiait revoir certains équilibres anciens ou nouer des coopérations inédites. Dans cette logique, affirma-t-il avec conviction, AUKUS ne visait pas à marginaliser d'autres partenaires, mais à renforcer la protection de principes communs. À ses yeux, ce partenariat incarnait la forme la plus avancée de collaboration technologique entre nations démocratiques, un partage d'innovations militaires présenté comme indispensable au maintien de la stabilité internationale. Puis vint la phrase qui allait provoquer la colère de la délégation française. Starmer déclara comprendre que Paris ait pu ressentir une certaine amertume face à l'évolution du dossier australien, mais ajouta aussitôt que les réalités géopolitiques contemporaines imposaient parfois des décisions rapides, parfois même discrètes. Selon lui, l'essentiel n'était pas l'identité du fournisseur d'équipement, mais la capacité des démocraties à rester solidaires face aux régimes autoritaires. Cette manière de réduire la frustration française à une simple déception passagère n'était pas innocente. Pourtant, il alla encore plus loin. Suivant la logique de son propre raisonnement, il affirma que la France demeurait bien sûr un partenaire majeur en Europe, mais que dans l'espace Pacifique, d'autres formes de coopération se révélaient plus pertinentes. Et pour conclure cette idée, il ajouta que chaque pays devait accepter que son influence stratégique possède des frontières naturelles, qu'elles soient géographiques ou politiques. La dernière remarque tomba dans la salle comme une claque retentissante. En quelques mots à peine, Starmer venait d'exposer publiquement une idée brutale. Selon lui, la France devait se contenter de son rôle européen, tandis que l'espace Pacifique relevait naturellement de la sphère anglo-saxonne. Dans l'auditoire, plusieurs chefs d'État échangèrent des regards lourds de malaise. Le dirigeant britannique venait clairement de franchir une frontière diplomatique sensible. Pourtant, loin de tempérer ses propos, il poursuivit sur la même lancée. Interprétant le silence de la salle comme un signe d'adhésion, il décida d'aller jusqu'au bout de son raisonnement. À ses yeux, l'alliance AUKUS constituait la preuve éclatante que la sortie de l'Union européenne n'avait pas isolé le Royaume-Uni. Bien au contraire, affirma-t-il, le Brexit avait libéré Londres des contraintes imposées par Bruxelles et lui avait permis de tisser des partenariats stratégiques plus ambitieux avec ce qu'il appelait ses alliés naturels du monde anglophone. Cette fois, le message était limpide. L'Europe n'était plus au centre des priorités britanniques. Aux oreilles de nombreux diplomates, ces paroles résonnaient presque comme une déclaration d'hostilité à l'égard de l'Union européenne. Dans les rangs de la délégation française, les visages se durcirent immédiatement. Seul le Cornu semblait imperturbable, notant méthodiquement chaque phrase avec un calme presque inquiétant. Avant de conclure, Starmer tenta de donner à son discours une tonalité conciliatrice. Il déclara espérer que les responsables français sauraient dépasser leur frustration pour rejoindre cette vision commune de la sécurité occidentale, ajoutant que le temps finirait par juger les décisions prises ce jour-là. Lorsque les applaudissements retentirent, ils furent mesurés et polis, bien loin d'un enthousiasme général. Dans la salle, seuls les représentants américains et australiens manifestèrent un soutien véritablement visible. La tension était devenue presque palpable dans la salle, et instinctivement, tous les regards convergèrent vers Sébastien Lecornu. Lorsqu'il demanda la parole, le dirigeant français se leva avec cette allure sobre et disciplinée qui rappelait la tradition des officiers formés à l'ancienne école militaire. Sans précipitation, il se dirigea vers la tribune, puis fixa longuement Keir Starmer avant de prononcer une phrase qui allait marquer les mémoires diplomatiques. D'une voix calme, mais d'une netteté presque tranchante, il commença. « Monsieur le Premier ministre Starmer, je vous remercie pour votre exposé sur la géopolitique. Permettez-moi à présent d'expliquer ce que signifie réellement une alliance entre nations civilisées. » Le ton était donné. La riposte ne serait ni vague, ni diplomatiquement édulcoré. D'un geste mesuré, Lecornu sortit un dossier sombre de sa serviette et entreprit de dérouler une série de faits précis que personne dans l'Assemblée ne s'attendait à entendre. Il reprit les propos de Starmer sur les décisions rapides et confidentielles pour les retourner contre lui, annonçant qu'il allait rappeler, point par point, la chronologie de ce qu'il qualifia ouvertement de trahison. Le mot fit l'effet d'une décharge électrique dans l'auditoire. Il énuméra alors les événements. Janvier 2021,
Première rencontre discrète entre responsables britanniques et américains visant à exclure la France du projet australien. Mars de la même année, les groupes industriels BAE Systems et Rolls-Royce entament déjà la préparation de leur proposition pour Canberra. Puis, juin 2021, au moment où Emmanuel Macron déjeunait avec Boris Johnson lors du G7 en Cornouailles, certains conseillers britanniques se réunissaient dans une salle voisine avec des représentants australiens pour organiser la mise à l'écart de Paris. Chaque détail tombait comme un coup de marteau. Tentant de se défendre, Starmer essaya d'interrompre. « Monsieur le Premier ministre, ces accusations... » Mais le cornu le coupa net. « Il ne s'agit pas d'accusations, Monsieur Starmer, mais de faits établis par nos services de renseignement. » Et il poursuivit implacablement son argumentation. En septembre 2021, Londres annonçait AUKUS sans la moindre information préalable à son partenaire français, qui découvrait la décision dans les médias. Résultat, 65 milliards d'euros envolés, des milliers d'emplois menacés et une décennie de coopération balayée. Et vous appelez cela la géopolitique du 21e siècle, conclut-il avec ironie. Dans la salle, l'attention était désormais entièrement captée par lui. Face à cette avalanche de révélations, Starmer paraissait déstabilisé et cherchait visiblement à reprendre le contrôle de la situation. Starmer tenta de reprendre l'initiative en invoquant un argument devenu classique. Face à la montée de la Chine, affirma-t-il, la priorité absolue devait rester la cohésion du camp occidental. Mais le cornu ne lui laissa même pas le temps d'achever sa phrase. Il l'interrompit sèchement, presque avec incrédulité. « La cohésion ?» lança-t-il. « De quelle unité parlez-vous lorsque l'on trahit ses propres alliés dans leur dos? » Puis, sans ralentir, il enchaîna en accusant Londres d'avoir exploité des informations sensibles pour torpiller les propositions françaises. Selon lui, ce comportement dépassait largement la simple rivalité industrielle. Il s'agissait d'un véritable cas d'espionnage économique entre partenaires supposés. L'accusation fit l'effet d'un coup de tonnerre dans la salle. Visiblement sur la défensive, Starmer rejeta immédiatement ses propos, affirmant qu'ils étaient totalement infondés. Le cornu répondit aussitôt par un calme presque glacial. Il sortit un document et le brandit devant l'Assemblée. Il expliqua qu'il s'agissait d'une analyse interne du GCHQ datant de mai 2021, détaillant précisément les caractéristiques techniques de l'offre française. Puis il posa une question simple mais redoutable. Par quels moyens ces informations avaient-elles pu parvenir au service britannique, sinon par des opérations de renseignement? La pression sur le premier ministre britannique devenait évidente, mais le cornu poursuivit méthodiquement sa démonstration. Il changea soudain de registre et attaqua sur le terrain économique. « Si Londres voulait parler d'alliance naturelle, dit-il, alors examinons les chiffres. Les échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni atteignaient environ 67 milliards d'euros par an, tandis que le commerce entre Londres et Canberra ne représentait qu'une fraction de ce montant, à peine 13 milliards. Autrement dit, expliqua-t-il avec une ironie froide, le gouvernement britannique avait sacrifié un partenaire économique majeur au profit d'alliés bien moins significatifs. Était-ce réellement une stratégie géopolitique réfléchie ou simplement une erreur monumentale? Mais le cornu ne s'arrêta pas là. Il décida de toucher un point beaucoup plus sensible, la mémoire historique. D'une voix soudain plus grave, presque solennelle, il rappela quelques épisodes que Londres semblait avoir oubliés. Lorsque les bombes allemandes s'abattaient sur la capitale britannique durant la Seconde Guerre mondiale, qui se tenait aux côtés du Royaume-Uni, la France libre dirigée par le général de Gaulle. Lors du débarquement en Normandie, qui combattait à leur côté? Des soldats français. Et lors du conflit des Malouines, qui avait soutenu Londres dans les instances internationales? Une fois encore, la France. Chaque rappel historique sonnait comme une piqûre de rappel sur la solidarité passée entre les deux nations. Dans la salle, les dirigeants présents, tous parfaitement conscients de ces épisodes, semblaient profondément touchés par ces références. Puis le cornu poursuivit, la voix toujours calme mais chargée d'une ironie glaciale. Et voilà donc votre manière de remercier la France, en nous surveillant, en nous doublant dans l'ombre et en nous écartant de vos fameuses alliances naturelles. Il marqua une brève pause avant d'ajouter, d'un ton cinglant, « Si c'est ainsi que se manifeste l'amitié britannique, alors, à choisir, nous préférerions presque vos adversaires. »
La remarque fit mouche immédiatement. Dans la salle, plusieurs dirigeants échangèrent des regards amusés, certains esquissant même un sourire qu'ils ne parvinrent pas totalement à dissimuler. Visiblement déstabilisé, Starmer tenta encore de se raccrocher à son argument principal, évoquant les enjeux stratégiques du Pacifique. Mais le cornu l'interrompit sans attendre. « Justement, parlons-en du Pacifique », répliqua-t-il. Il rappela alors un élément que Londres semblait avoir oublié dans son raisonnement. La France possède dans cette région plusieurs territoires, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ou encore Wallis et Futuna, où vivent près de 2 millions de citoyens français. Et il conclut cette démonstration par une pique mordante. Avant de donner des leçons de stratégie mondiale, peut-être serait-il utile pour le premier ministre britannique de revoir sa carte du monde. Cette remarque, aussi simple que redoutable, fragilisa encore davantage la position de Starmer, dont l'argumentation apparaissait soudain bien moins solide face à ses réalités géographiques. Pourtant, le cornu n'avait pas encore terminé. Le cœur du problème, expliqua-t-il d'une voix devenue plus grave, ne résidait pas seulement dans un contrat perdu, mais dans la destruction de la confiance entre alliés. Comment envisager une coopération durable avec des partenaires capables de mentir, d'espionner et de trahir dès que leurs intérêts immédiats l'exigent? Puis, il conclut par une phrase qui allait rester gravée dans les mémoires diplomatiques. Selon lui, AUKUS ne ressemblait pas à une véritable alliance, mais plutôt à un cercle fermé d'anciennes puissances coloniales anglophones refusant de traiter la France en égal. Et il ajouta avec une froide détermination que Paris ne supplierait plus jamais Londres pour obtenir son amitié. Si le Royaume-Uni avait choisi ses partenaires, la France saurait désormais choisir les siens. Après ces mots, le silence dans la salle devint presque assourdissant. Pour la première fois depuis longtemps, Keir Starmer paraissait privé de son assurance habituelle. Starmer tenta encore de conclure en évoquant la nécessité du dialogue entre alliés, mais ses paroles semblaient manquer de force et d'assurance. La tempête médiatique, elle, ne tarda pas à éclater. En quelques heures seulement, l'affrontement entre le cornu et le premier ministre britannique se propagea sur les écrans et les réseaux sociaux à travers toute la planète. Les séquences de leur échange furent reprises en boucle par les chaînes d'information internationales, tandis que l'expression « le cornu Starmer » devenait rapidement l'un des sujets les plus commentés sur Internet. L'opinion mondiale se divisa aussitôt. Certains saluaient la fermeté et la franchise de la position française, tandis que d'autres s'inquiétaient d'un affrontement susceptible d'ébranler l'unité du camp occidental. Au Royaume-Uni, les réactions furent particulièrement vives et révélèrent des fractures politiques internes. La presse conservatrice, emmenée par des journaux comme The Telegraph ou The Times, dénonça ce qu'elle décrivait comme de l'arrogance française et une tentative de pression diplomatique. Mais du côté des titres plus progressistes, notamment The Guardian et The Independent, les analyses furent plus nuancées. Certains éditorialistes y reconnaissaient même que Paris avait des motifs légitimes de se sentir trahi. Plus préoccupant encore pour Starmer, l'opinion publique britannique semblait elle-même hésitante. Un sondage YouGov réalisé dans les 48 heures suivant l'incident montra qu'une part importante de la population estimait que Londres aurait dû traiter la France avec davantage d'égards dans le dossier AUKUS. Avec 43% des personnes interrogées partageant cette opinion, la controverse affaiblissait sensiblement la position politique du premier ministre britannique. En France, la réaction prit une direction exactement opposée, mais avec une intensité tout aussi spectaculaire. Les enquêtes d'opinion révélèrent rapidement qu'une large majorité de citoyens soutenaient l'attitude de leur premier ministre. Depuis longtemps, l'opinion publique n'avait pas vu un responsable politique français affronter aussi ouvertement Londres sur la scène internationale. Et cette fermeté inattendue suscita un enthousiasme transversal, bien au-delà des clivages idéologiques habituels. À droite comme à gauche, les réactions convergèrent d'une manière assez rare dans la vie politique française. Marine Le Pen évoqua un retour de la fierté nationale, tandis que Jean-Luc Mélenchon salua ce qu'il décrivait comme une résistance face à la domination anglo-saxonne. Même Valérie Pécresse, pourtant située dans un autre camp politique, admit que le cornu avait agi pour préserver la dignité du pays. Cette union, presque inédite, renforça considérablement son autorité sur la scène internationale. Pourtant, c'est peut-être à Washington que les répercussions se révélèrent les plus sensibles. L'administration Biden se retrouva dans une position délicate, coincée entre deux partenaires européens essentiels, et tenta visiblement de réduire l'importance de l'incident.
Mais les accusations publiques de Lecornu concernant l'espionnage britannique plaçaient les États-Unis dans une situation embarrassante. Critiquer Londres aurait impliqué de reconnaître leur propre rôle dans l'opération. Au même moment, sur Capitol Hill, certains élus commençaient à s'interroger sur les effets réels d'AUKUS pour l'équilibre des relations transatlantiques. Un groupe de sénateurs démocrates, emmené par Chris Murphy, appela même à examiner de nouveau les termes de cette alliance afin de préserver l'unité occidentale face aux défis stratégiques posés par la Chine et la Russie. 6 mois après cet affrontement resté célèbre, les rapports entre Paris et Londres s'étaient enfoncés dans une période glaciale, atteignant leur niveau le plus bas depuis la crise de Suez. Pour Keir Starmer, l'épisode avait laissé des traces profondes. Fragilisé politiquement, il devait désormais répondre aux critiques venues de son propre camp concernant sa gestion des relations avec l'Europe. En privé, plusieurs membres du Parti travailliste confiaient que le premier ministre avait inutilement provoqué une confrontation avec la France. À l'inverse, Sébastien Lecornu ressortait de cette séquence renforcée. Dans de nombreuses capitales européennes, sa fermeté face au Royaume-Uni était saluée comme un exemple rare de dignité diplomatique. Lors du Conseil européen qui suivit, certains dirigeants vinrent même lui glisser, à voix basse, leur admiration pour avoir osé rappeler Londres à l'ordre. Cette reconnaissance inattendue eut des conséquences très concrètes. L'influence de la France au sein de l'Union européenne se trouva considérablement renforcée sur plusieurs dossiers majeurs, qu'il s'agisse de la défense commune, de l'autonomie stratégique ou encore de la politique à adopter vis-à-vis de la Chine. La parole de Paris, désormais, était écoutée avec un respect renouvelé. Avec le recul, beaucoup considèrent que ces quelques minutes d'échange à Hiroshima ont marqué un tournant dans les relations entre puissances occidentales. Lecornu avait démontré qu'il était possible de tenir tête aux puissances anglo-saxonnes sans pour autant briser l'alliance démocratique, à condition de disposer d'arguments solides et d'assumer pleinement ses convictions. Comme l'écrivit alors Le Figaro, en l'espace de 7 minutes, le responsable français avait non seulement restauré l'honneur diplomatique de son pays, mais aussi rappelé à la communauté internationale qu'une trahison n'est jamais sans conséquence. Pourtant, ce duel diplomatique qui avait fasciné le monde n'était que la partie visible d'un travail préparé dans l'ombre depuis de longs mois. Peu de personnes savaient réellement ce qui s'était mis en place bien avant la scène d'Hiroshima. 8 mois plus tôt, dans les locaux hautement sécurisés de la DGSE située boulevard Mortier à Paris, une opération de renseignement exceptionnelle avait été déclenchée afin de lever le voile sur les coulisses de l'Alliance anglo-saxonne. Cette mission clandestine portait un nom de code évocateur, Dédale. Le choix n'était pas anodin. Il faisait référence au labyrinthe complexe de manipulation et de demi-vérité que les services français soupçonnaient derrière l'accord AUKUS. Pour mener cette enquête, une trentaine d'agents furent mobilisés et déployés dans plusieurs capitales stratégiques, notamment à Londres, Washington et Canberra, mais aussi dans d'autres centres diplomatiques clés. L'opération poursuivait 2 objectifs précis. D'abord, reconstituer avec une précision quasi chirurgicale la chronologie complète des événements ayant conduit à l'éviction de la France afin d'établir clairement les responsabilités. Ensuite, collecter des éléments irréfutables démontrant l'existence d'opérations d'espionnage économique visant les entreprises françaises du secteur de la défense. Lors du premier briefing, le directeur de la DGSE avait résumé la situation sans détour devant le premier ministre. Ignorer cet affront n'était pas une option. Mais pour réagir efficacement, expliqua-t-il, il fallait d'abord comprendre dans le moindre détail qui avait agi, à quel moment et selon quelle stratégie. Selon les responsables du renseignement français, cette mission allait fournir les preuves indispensables pour saper la réputation britannique sur la scène internationale. Et, contre toute attente, les conclusions de l'opération Dédale dépassèrent largement les prévisions les plus optimistes. En pénétrant discrètement les réseaux de communication de plusieurs groupes industriels britanniques du secteur de la défense, puis en croisant ces informations avec des interceptions diplomatiques classiques, les analystes français parvinrent à reconstituer un tableau saisissant de manœuvres anglo-saxonnes menées dans l'ombre. Parmi toutes les pièces réunies, l'une se révéla particulièrement explosive. Une note interne du MI6 datée du 18 janvier 2021. Ce document sensible, récupéré grâce à un agent français infiltré dans les cercles britanniques, révélait l'existence d'un programme secret baptisé Pacific Crown. Son objectif était clairement formulé:
Réduire au maximum l'influence de la France dans l'espace Indo-Pacifique, par tous les moyens jugés nécessaires. Plus troublant encore, le texte détaillait la méthode envisagée par Londres. Première étape, éliminer Naval Group du contrat australien en promouvant une solution technologique présentée comme plus avancée. Deuxième étape, écarter Paris des grandes discussions stratégiques concernant la sécurité dans le Pacifique. Troisième étape, prouver au monde que la doctrine du Global Britain, née après le Brexit, pouvait rivaliser avec les ambitions historiques de la France dans la région. Pour les autorités françaises, cette découverte confirmait leurs soupçons les plus sombres. L'alliance AUKUS ne relevait pas uniquement d'une réponse militaire à la montée en puissance de la Chine. Elle apparaissait aussi comme une initiative calculée pour marginaliser Paris et affirmer la primauté britannique. En découvrant ce mémorandum, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, résuma la situation avec une formule sans détour. Selon lui, il s'agissait tout simplement d'une guerre économique habilement dissimulée derrière le discours d'une coopération militaire. Cependant, l'opération Dédale ne s'était pas contentée de mettre au jour un seul scandale. À mesure que l'enquête progressait, d'autres révélations tout aussi gênantes apparurent. Les services français finirent par recenser plus d'une vingtaine d'opérations d'espionnage attribuées aux Britanniques visant directement les grandes entreprises françaises du secteur de la défense. Dassault, Safran, Airbus. Aucun des acteurs majeurs n'avait été épargné. Tous semblaient avoir été surveillés avec une attention presque obsessionnelle. L'un des cas les plus choquants concernait les discussions confidentielles entre Dassault et l'Inde autour de la vente d'avions Rafale. Les enquêteurs français découvrirent que durant près de 6 mois, le GCHQ avait intercepté et décrypté les échanges entre Paris et New Delhi. Ces informations sensibles auraient ensuite été transmises au groupe britannique BAE Systems afin de lui permettre d'élaborer une proposition concurrente plus efficace. Pour Éric Trappier, patron de Dassault, la conclusion était évidente. Il ne s'agissait pas d'une simple rivalité industrielle, mais d'une concurrence faussée, orchestrée avec l'appui direct de l'État britannique. Lorsque ces éléments furent présentés au président Emmanuel Macron lors d'un conseil de défense convoqué en urgence, la réaction fut immédiate et particulièrement vive. Comment, s'indigna-t-il, un pays pouvait-il prétendre être un partenaire stratégique tout en menant une surveillance systématique contre ses propres alliés? Pour lui, cette attitude révélait une duplicité devenue insupportable et appelait une réponse ferme. Selon ses mots, une telle trahison ne pouvait rester sans conséquence et Londres devait en assumer le prix. C'est dans cette atmosphère électrique que Sébastien Lecornu reçut une mission particulièrement délicate. Concevoir une riposte diplomatique d'une portée exceptionnelle. Il ne s'agissait plus simplement de dénoncer l'accord AUKUS ou d'exprimer une protestation officielle. L'objectif désormais était bien plus ambitieux. Exposer au grand jour les manœuvres britanniques afin de dissuader Londres de répéter ce type de stratégie à l'avenir. Pour élaborer cette contre-offensive, Lecornu mit en place une cellule stratégique composée de spécialistes français parmi les plus expérimentés dans l'analyse du monde anglo-saxon. Parmi eux figurait Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Londres, reconnue pour sa connaissance fine des mécanismes politiques et psychologiques de l'establishment britannique. Lors d'une réunion confidentielle à Matignon, elle expliqua que les élites britanniques accordaient une importance particulière à leur image de loyauté et d'élégance diplomatique. Selon elle, être publiquement accusé d'espionnage contre un allié frapperait directement leur crédibilité internationale. L'argument était simple mais redoutablement efficace. Le Royaume-Uni avait bâti sa réputation sur une certaine idée du fair-play et du respect des règles. Si des preuves venaient démontrer que cette image reposait sur des pratiques bien moins honorables, l'impact serait considérable. Cette analyse devint la base de la stratégie française. Plutôt que de se limiter à une critique politique de l'accord AUKUS, Lecornu décida de dévoiler publiquement les éléments prouvant l'existence d'opérations de renseignement contre les entreprises françaises. L'objectif était clair, atteindre l'orgueil britannique là où il était le plus vulnérable et fissurer l'image du gentleman diplomatique que Londres cultivait depuis des générations. Pour examiner la dimension militaire de l'affaire, Lecornu s'était également tourné vers l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Pierre Vendier. Son jugement fut sans détour. À ses yeux, l'alliance AUKUS relevait davantage le calcul politique que d'une stratégie militaire cohérente.
Les sous-marins nucléaires promis par les États-Unis ou le Royaume-Uni, expliquait-il, ne seraient pas opérationnels avant de longues années. Autrement dit, la logique stratégique avait été sacrifiée au profit d'une mise en scène diplomatique. Cette analyse technique venait renforcer l'argument central défendu par Paris. Non seulement AUKUS représentait une rupture de confiance entre alliés, mais il constituait également une erreur stratégique susceptible d'affaiblir la sécurité occidentale dans la région Indo-Pacifique. Sur le plan économique, l'étude du dossier fut confiée à Agnès Pannier-Runacher, alors responsable des questions industrielles. Elle rassembla rapidement un rapport particulièrement sévère sur les conséquences de l'annulation du contrat pour l'économie française. Selon ses calculs, les pertes atteignaient environ 65 milliards d'euros, une somme comparable au budget annuel de l'éducation nationale. Mais au-delà des chiffres globaux, l'impact humain était considérable. Environ 4 000 emplois directs supprimés et plus de 12 000 autres menacés dans toute la chaîne industrielle. Pour elle, cette décision ne touchait pas seulement des entreprises, mais aussi des milliers de familles françaises. Ces données donnaient une dimension sociale très concrète à la crise, transformant un affrontement diplomatique en véritable drame économique. Le Cornu comptait précisément sur cet aspect pour sensibiliser l'opinion internationale et placer Londres dans une position de plus en plus isolée. Cependant, l'innovation la plus marquante dans la préparation française ne se trouvait ni dans les dossiers militaires, ni dans les analyses économiques, mais dans une approche beaucoup plus moderne. La bataille de l'opinion mondiale. Anne-Sophie Bradel, responsable de la communication à Matignon, avait élaboré un dispositif numérique particulièrement élaboré afin d'amplifier l'impact de la future confrontation avec Keir Starmer. Lors d'une réunion stratégique, elle avait expliqué au premier ministre que l'époque où la diplomatie se limitait aux discussions entre chancelleries était révolue. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, affirmait-elle, la perception du public international pouvait peser autant que les décisions prises dans les capitales. Si l'image de Starmer pouvait être associée à celle d'une duplicité britannique, la bataille de la réputation serait déjà gagnée. Pour un pays comme la France, longtemps attaché aux formes classiques de la diplomatie discrète, cette stratégie de communication globale représentait un changement profond. Mais face à la puissance des méthodes anglo-saxonnes dans le domaine médiatique, Paris avait décidé de moderniser son approche. L'équipe de Le Cornu avait même préparé différents scénarios en fonction de la réaction du dirigeant britannique. S'il rejetait les accusations d'espionnage, les preuves seraient rendues publiques. S'il tentait de réduire l'importance des pertes économiques, des témoignages d'employés licenciés seraient diffusés. Et s'il invoquait la solidarité occidentale, des exemples historiques de duplicité britannique seraient rappelés. Cette organisation méthodique, presque militaire, révélait la détermination française à ne plus subir d'humiliation diplomatique. Le Cornu l'avait d'ailleurs résumé sans détour auprès de ses collaborateurs. Cette fois, la France était prête, et Starmer allait découvrir qu'elle savait répondre lorsque ses intérêts étaient attaqués. Les semaines précédant le sommet du G7 à Hiroshima furent donc consacrées à des répétitions intensives dans les salons de Matignon. Sylvie Berman y interprétait le rôle de Starmer avec un réalisme étonnant, reproduisant ses tournures de phrases, ses arguments favoris et même ses stratégies habituelles pour détourner une critique. Lors des répétitions organisées à Matignon, Sylvie Berman prenait souvent la parole, en reproduisant fidèlement la voix et l'intonation typiquement oxfordienne de Keir Starmer. Monsieur Le Cornu, AUKUS est essentiel pour la sécurité du monde occidental, lançait-elle avec conviction, jouant le rôle du premier ministre britannique. Le Cornu, lui, répondait d'un ton glacial, soigneusement contrôlé. Madame l'ambassadrice, quand on espionne ses propres partenaires, on ne protège pas l'Occident. On détruit la confiance qui le soutient. À mesure que ces simulations se multipliaient, ses réponses devenaient plus précises. Ses arguments plus aiguisés. Les exercices allaient bien au-delà d'un simple débat politique. Ils incluaient même l'apprentissage du contrôle émotionnel. Un psychologue spécialiste des négociations de crise l'entraînait à rester imperturbable face aux provocations. Selon lui, Starmer tenterait probablement de le pousser à l'énervement pour le déstabiliser. La clé serait donc de conserver un sang-froid absolu, laissant les faits parler d'eux-mêmes. Cette discipline mentale se révéla déterminante le jour venu. Alors que le dirigeant britannique commençait à perdre son assurance face aux révélations françaises, Le Cornu restait d'un calme presque imperturbable, ce qui rendait ses accusations encore plus percutantes.
Le trajet vers Hiroshima, à bord de l'Airbus A330 présidentiel, se déroula dans une atmosphère de concentration totale. Durant les 12 heures de vol, Le Cornu passa l'essentiel de son temps à réviser chaque détail de son dossier, mémorisant les dates, les documents et les arguments. Autour de lui, ses collaborateurs travaillaient comme un état-major avant une bataille décisive, relisant les notes, ajustant les formulations et vérifiant la cohérence de chaque élément. À un moment du voyage, Sylvie Berman vit rappelant l'enjeu réel de cette confrontation. Selon elle, il ne parlait pas seulement au nom de la France, mais aussi pour tous les pays qui commençaient à se lasser des méthodes anglo-saxonnes. Beaucoup de dirigeants, affirma-t-elle, partageaient cette analyse sans oser l'exprimer publiquement. Il devait donc devenir leur voix. Ces paroles renforcèrent la détermination de Le Cornu à mener ce combat diplomatique jusqu'au bout. Ce qui se préparait dépassait largement un différend entre Paris et Londres. Il s'agissait désormais d'une question de loyauté et de transparence au sein des alliances occidentales. Lorsque les délégations arrivèrent finalement à Hiroshima, la tension était déjà palpable. Avant même l'ouverture officielle du sommet, les médias internationaux percevaient qu'un affrontement majeur se dessinait entre les deux capitales. Les correspondants diplomatiques français et britanniques s'étaient déjà engagés dans une véritable bataille médiatique, chacun tentant d'imposer son récit avant que les discussions ne commencent. Du côté britannique, l'atmosphère au sein de la délégation commençait à se charger d'une nervosité difficile à dissimuler. Les services de renseignement de Londres avaient bien capté certains signaux laissant entendre que Paris préparait une offensive contre AUKUS, mais personne n'imaginait l'ampleur du dossier accumulé par les autorités françaises. Dans l'entourage de Starmer, beaucoup restaient persuadés qu'il s'agirait d'une critique diplomatique classique. Un conseiller avait même prédit que les Français se contenteraient probablement de répéter leurs reproches habituels, auxquels Londres répondrait avec les arguments traditionnels sur la sécurité du Pacifique. Pour lui, ce n'était rien de plus qu'un échange diplomatique routinier. Cette confiance allait pourtant se révéler une erreur lourde de conséquences. La veille du sommet, Le Cornu reçut un appel inattendu qui changea encore la dynamique de la confrontation. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, prit contact avec lui pour lui adresser un message d'encouragement. Selon elle, l'ensemble du continent suivait avec attention son intervention à venir. Elle lui confia qu'il était temps de rappeler aux puissances anglo-saxonnes que l'Europe ne pouvait plus être traitée comme un acteur secondaire. Ce soutien discret mais symboliquement puissant renforça la détermination de Le Cornu. Désormais, il ne parlait plus uniquement au nom de la France, mais aussi d'une Europe de plus en plus lassée des manœuvres britanniques depuis le Brexit. Le matin de la confrontation, à l'aube, vers 6h30 heure locale, Le Cornu s'est élevé dans sa suite du Riga Royal Hotel pour relire une dernière fois ses notes. À son chef de cabinet, il confia alors ce qui ressemblait presque à une promesse. Ce jour-là, il comptait dire devant Starmer et devant le monde ce que beaucoup d'Européens pensaient en silence de la duplicité britannique. Et cette fois, ajouta-t-il avec détermination, Londres ne pourrait plus humilier Paris sans en subir les conséquences. Dès son arrivée au centre de conférence d'Hiroshima, Le Cornu perçut immédiatement que l'atmosphère n'avait rien d'ordinaire. L'agitation médiatique dépassait tout ce que l'on voit habituellement lors d'un sommet du G7. Plus de 300 journalistes avaient obtenu une accréditation, un chiffre inédit, et les caméras des principales chaînes internationales étaient déjà braquées sur les deux hommes dont l'affrontement était attendu. Dans la grande salle plénière, la tension était presque palpable. Les participants savaient instinctivement que la scène qui se préparait ne ressemblerait pas à un simple échange diplomatique. Aux yeux de beaucoup, il s'agissait presque d'une audience publique où la stratégie britannique après le Brexit allait être jugée. Dans cette mise en scène involontaire, Le Cornu apparaissait comme l'accusateur et Starmer comme celui qui devait se justifier. Lorsque le premier ministre britannique commença son intervention pour défendre l'alliance AUKUS, Le Cornu resta silencieux, concentré avec la précision d'un prédateur observant chaque mouvement de sa cible. Chaque argument avancé par Londres, chaque référence géopolitique, chaque tentative pour relativiser la colère française était immédiatement analysé et classé dans son esprit. Rien n'était laissé au hasard. Intérieurement, il constatait que le discours suivait exactement le scénario que son équipe avait anticipé. Une posture morale affirmée, des explications stratégiques et, bien sûr, la minimisation de la rupture de confiance avec Paris.
Dans son esprit, la conclusion était simple. Chacune de ces lignes de défense allait être démontée méthodiquement, argument après argument. Lorsque Starmer acheva enfin son intervention, il venait sans le savoir d'offrir à son adversaire exactement ce qu'il attendait. Une ouverture parfaite pour lancer une riposte implacable. Les arguments britanniques étaient prévisibles. La justification de l'exclusion française, l'évocation des alliances naturelles entre nations anglophones, ou encore la tentative de réduire la colère de Paris à une simple frustration passagère. Tout cela avait été anticipé. Le Cornu entra alors dans l'histoire en déployant une intervention d'une précision redoutable. Chaque document, chaque révélation et chaque élément factuel était utilisé comme un instrument chirurgical pour démonter progressivement la crédibilité de Londres devant les dirigeants présents. Mais ce que la plupart des participants du G7 ne percevaient pas à ce moment-là, c'était la mécanique psychologique extrêmement élaborée qui guidait chacune de ces attaques. Préparé par des spécialistes français de la négociation de crise, Le Cornu appliquait en direct plusieurs techniques de déstabilisation soigneusement élaborées. La première consistait à accumuler les preuves. Chaque accusation formulée était immédiatement accompagnée d'un document ou d'un élément précis, rendant toute contestation difficilement crédible. La seconde reposait sur une montée progressive de la pression émotionnelle. Les révélations étaient organisées selon une intensité croissante, jusqu'à atteindre le point culminant avec l'accusation d'espionnage économique. Une troisième stratégie venait compléter l'ensemble. Renverser complètement la situation. Le Royaume-Uni, habitué à donner des leçons de loyauté au sein du camp occidental, se retrouvait soudain placé dans la position de celui qui devait rendre des comptes devant ses propres alliés. Cette orchestration presque théâtrale expliquait la puissance de l'intervention française. Rien n'avait été laissé à l'improvisation. Chaque mot, chaque preuve et chaque moment avait été planifié à l'avance afin de frapper précisément lorsque la défense britannique serait la plus vulnérable. Plutôt que de se placer sur la défensive face aux critiques venues de Londres, Le Cornu adopta une stratégie inverse. Il transforma Starmer en celui qui devait désormais rendre des comptes. Une autre méthode entrait alors en jeu, plus subtile encore, l'isolement moral. En rappelant les épisodes historiques où la France avait soutenu le Royaume-Uni, il faisait apparaître l'affaire AUKUS non comme un simple différend stratégique, mais comme une faute éthique grave, presque indéfendable. Cette précision dans la méthode explique pourquoi son intervention eut un impact aussi brutal sur l'opinion internationale. Il ne s'agissait pas seulement d'un discours diplomatique particulièrement efficace, mais d'une démonstration de domination psychologique menée avec une maîtrise remarquable. L'onde de choc provoquée par cet échange dépassa rapidement les attentes françaises. En quelques heures, les images et extraits de la confrontation furent traduits dans plus de 30 langues et diffusés dans le monde entier. Des universités spécialisées dans les relations internationales organisèrent même des discussions d'urgence pour analyser ce qui apparaissait déjà comme un moment charnière de la diplomatie contemporaine. À Harvard, le professeur Joseph Nye déclara que Le Cornu venait, en quelques minutes seulement, de redéfinir la manière dont les dirigeants pouvaient affronter leurs adversaires sur la scène internationale. Selon lui, les faits pouvaient être plus destructeurs que les menaces. De l'autre côté de l'Atlantique, à Oxford, Richard Haas considéra l'épisode comme un tournant majeur dans les relations occidentales, affirmant qu'après cet événement, les responsables européens seraient moins enclins à laisser les puissances anglo-saxonnes décider seules de l'orientation de l'Alliance. Mais la réaction la plus révélatrice vint du monde du renseignement. En révélant publiquement des documents confidentiels britanniques, Le Cornu avait brisé une règle implicite de la diplomatie. Pour certains observateurs américains, notamment au sein de la CIA, les Français venaient de franchir une ligne symbolique. Rendre public l'espionnage entre alliés revenait à modifier profondément les règles du jeu entre partenaires occidentaux. Cette audace, fondée sur une transparence presque brutale, commençait déjà à produire un effet d'entraînement au-delà de la France. À Berlin, certains responsables évoquaient désormais avec beaucoup moins de prudence les écoutes américaines révélées autrefois par Edward Snowden. À Rome, des voix officielles réclamaient des clarifications sur les soupçons d'espionnage économique visant plusieurs entreprises italiennes. Peu à peu, une idée nouvelle s'imposait. L'Europe pouvait aussi demander des comptes à ses propres alliés. 6 mois après l'épisode d'Hiroshima, les répercussions géopolitiques apparaissaient profondes et durables.
Les relations entre Paris et Londres restaient glaciales, mais la France, elle, avait renforcé son autorité diplomatique et son poids international. Le Cornu s'imposait désormais comme l'incarnation d'une Europe décidée à ne plus subir les humiliations venues du monde anglo-saxon. Plus significatif encore, l'affaire AUKUS avait accéléré un mouvement longtemps hésitant, la construction d'une véritable défense européenne. Face à ce qu'ils percevaient comme une duplicité de leurs partenaires traditionnels, de nombreux dirigeants européens comprenaient qu'il devenait indispensable de renforcer leurs propres moyens militaires et technologiques. Ce tournant trouva son expression la plus claire lors du sommet européen de Prague en décembre, lorsque, pour la première fois, les 27 États membres de l'Union adoptèrent une charte de loyauté entre partenaires, exigeant une transparence totale dans les coopérations militaires et bannissant explicitement l'espionnage économique entre pays européens. Pour Wolfgang Ischinger, ancien président de la Conférence de Munich sur la sécurité, ce moment marquait un basculement. Selon lui, l'effet Le Cornu avait libéré la parole en Europe, permettant enfin aux dirigeants du continent d'oser contester Washington ou Londres lorsque leurs intérêts étaient menacés. Quant à Le Cornu lui-même, son image avait dépassé celle d'un simple chef de gouvernement français. Il était devenu le symbole international d'une Europe décidée à résister aux manœuvres anglo-saxonnes. Dans plusieurs écoles diplomatiques, son intervention au G7 d'Hiroshima était déjà analysée comme un exemple de courage politique et de stratégie parfaitement maîtrisée. Et peut-être l'histoire retiendra-t-elle qu'en ce jour de mai 2026, dans une salle de conférence japonaise, un homme armé uniquement de faits et de preuves avait infligé un revers diplomatique retentissant à